Bienvenue à tous. Alors on est en jauge très resserrée aujourd'hui entre nous au campus Eiffel 4, mais vous êtes très nombreux à être derrière vos écrans. On est ravis de passer la journée avec vous. Alors on vous propose aujourd'hui une journée placée sous le signe de la passion, sous le signe du digital et sous le signe de la data. On va essayer de répondre avec nos invités à tous ces questionnements que vous vous posez sans doute. Quels métiers existent dans le digital et la data? Où est-ce qu'elles sont les opportunités? Comment savoir si je suis fait pour travailler dans ce domaine? Quel parcours de formation pour faire carrière dans le digital? Et bien d'autres questions encore. Alors on va évoquer tous ces sujets avec des professionnels de l'univers du digital et de la data, avec des étudiants, avec des experts de l'orientation, et puis on va bien sûr en parler avec le directeur du pôle expert digital et data, François Stéphan. Bonjour François. Bonjour Florence. Bienvenue. Merci. Alors, est-ce qu'on peut dire, François, que tu es un passionné du digital et de la data? Oui, je crois qu'on peut le dire. Moi, je passe un cap cet automne, puisque je passe le cap des 30 ans de carrière. Et effectivement, si je me rappelle, en école d'ingénieur, j'ai choisi le domaine du digital. Alors, on n'a pas appelé ça le digital, on n'appelait pas ça le data, on appelait ça les télécoms. Et je suis rentré là-dedans, je suis tombé là-dedans, dans cette marmite du digital petit. Et puis, j'en suis pas sorti, puisque j'ai fait toute ma carrière dans ce qu'on peut appeler aussi les technologies de l'information. Mais maintenant, on appelle ça le digital et la data. Et aujourd'hui, tu le partages en plus avec d'autres générations, ce qui est plutôt sympa. Voilà, absolument. Alors, aujourd'hui, tu es venu en force avec un autre passionné de digital et de la data. Est-ce que tu nous le présentes? Oui, alors donc j'accueille avec grand plaisir Laurent Frisch. Bonjour Laurent. Laurent est donc le directeur du numérique et de la production chez Radio France. Donc, bonjour. Donc, Laurent travaille de l'autre côté de la Seine, puisque nous sommes ici sur notre campus Eiffel, à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel, en face de la maison de la radio et de la musique, puisque je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle maintenant. Alors, bonjour Laurent. Merci beaucoup d'être le parrain de ce pôle expert digital et data d'Omnes Éducation. Peut-être en quelques mots, peux-tu nous donner ton parcours? Alors déjà, merci François de me l'avoir proposé. Mon parcours, il a peut-être commencé avant toi en matière de digital, de numérique, d'informatique, puisque tout gamin, j'ai eu un ordinateur à l'époque où ça courait pas les rues, et j'ai appris à coder, puisqu'il n'y avait pas grand-chose à faire, il n'y avait pas beaucoup de programmes dessus. Donc je suis tombé dedans très petit, et puis ça s'est développé. Puis j'ai fait quelques détours dans mes études vers d'autres champs, avant d'y revenir plus tard, à Orange d'abord, pendant un certain nombre d'années. J'ai commencé aux États-Unis au moment d'une bulle qui commençait à grossir sur Internet. Plein de startups se montaient. J'étais là-bas quand une petite entreprise a déposé ses statuts, alors que sa technologie était déjà en ligne. Elle s'appelait Google. Et on l'a vu croître depuis. Et ensuite, j'ai passé une dizaine d'années à Orange à travailler dans la cryptographie, puis dans les médias digitaux, avant d'aller vraiment plonger dans l'univers des médias, avec Page Jaune, puis France Télévisions pendant 4 ans. Vous savez, la télévision publique, c'est France 2, France 3, France 5, etc. Et depuis bientôt 7 ans, Radio France, la radio publique. Donc c'est des radios, France Inter, France Culture, France Info, France Bleu, vous en connaissez certainement un certain nombre. Merci. Alors, cette année 2021, c'est une année importante puisqu'on fête les 100 ans de la radio. Je crois que la première ça me émission de rajeunit radio, pas, hein. Voilà, moi non plus. Donc, je crois que la première émission radiophonique s'est faite d'ailleurs sur la Tour Eiffel en 1921. Et aujourd'hui aussi, c'est un jour particulier puisque moi, j'ai écouté sur le journal de France Musique ce matin à 8h que effectivement, aujourd'hui, c'est le jour de l'émission, des premières émissions sur l'axe Paris-Lyon-Marseille de la DAB+. C'est la radio digitale. Donc, finalement, c'est une bonne introduction pour la question. Finalement, quel est le lien aujourd'hui entre Radio France et puis finalement tout ce que le domaine du digital et de la data? Oui, la radio à 100 ans, c'était un concert diffusé depuis la Tour Eiffel, je crois, en 1921, qui était le premier programme diffusé. Puis depuis, le marché s'est structuré. Et puis, comme pour beaucoup d'autres activités économiques, il y a une bonne vingtaine d'années, quelque chose est arrivé. Internet. Alors j'ai dit tout à l'heure que je travaillais aux États-Unis. Moi, ça me plaisait par Internet de pouvoir accéder à des radios françaises depuis là-bas en streaming. C'était vraiment les tout débuts. Et c'est exactement dans cette histoire que je suis aujourd'hui à Radio France, puisque depuis à peu près 20 ans, les auditeurs de radio continuent d'aimer la radio et continuent de l'écouter chaque année un peu moins que l'année d'avant. Pourquoi? Simplement parce qu'à chaque moment où on écoute la radio traditionnellement, au petit déjeuner, en voiture, au déjeuner et parfois en fin d'après-midi, on est confronté à des tonnes d'autres possibilités qui sont apportées par Internet et par les smartphones qu'on a constamment en poche. Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, etc. Évidemment Netflix, etc. Moi, mon enjeu à la radio avec le numérique,
ou le digital si tu préfères, c'est de savoir comment faire pour que ce média que j'adore et que je trouve éminemment moderne réussisse à trouver son chemin vers du public, vers des auditeurs. Je suis sûr que si vous tous, là, vous étiez en face de nous et que je pouvais vous faire lever la main, vous seriez aujourd'hui un peu moins à la lever à la question « Est-ce que vous écoutez la radio tous les jours ?» Un peu moins qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans, évidemment. Par contre, vous seriez probablement un peu plus nombreux à lever la main à la question « Est-ce qu'à un moment, vous avez rencontré Guillaume Meurice sur les réseaux sociaux ou vous avez écouté une pastille de France Culture en vidéo sur Instagram, etc. » C'est ça qu'on essaie d'inventer, c'est comment la radio réussit à évoluer sans se déformer, mais en trouvant les chemins vers le public sur les nouveaux réseaux. C'est les nouveaux usages, en fait, c'est ça? C'est les nouvelles pratiques culturelles, les nouvelles pratiques des Français, d'ailleurs du monde entier, à vrai dire, qu'on doit inventer aujourd'hui. Oui. Alors, ton titre, c'est directeur du numérique et de la production. Donc, c'est deux métiers qui paraissent peut-être un peu antinomiques. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier, ton quotidien au sein de Radio France? Je vais essayer de rendre ça concret parce que les titres sont très abstraits. Le numérique, ça veut dire construire des sites web, des applications, produire des podcasts, produire des vidéos, tout ce qu'on trouve dans le champ numérique, dans le champ d'Internet, dès qu'on est connecté avec son smartphone ou sur un ordinateur, ou une enceinte connectée d'ailleurs, Alexa, OK Google, etc., pour accéder d'une façon ou d'une autre à ce qu'on produit. La production, c'est vraiment la fabrication de la radio. C'est des ingénieurs du son qui sont devant des tables de mixage, ce sont des réalisateurs de radio qui conçoivent des formats de radio et d'équilibre pour que ça sonne bien, pour que les gens aient envie de les écouter. Par exemple, produisent des podcasts, produisent des émissions de radio. Bon. Et mon enjeu fondamental, c'est de faire que ces gens-là travaillent ensemble. C'est de faire que les gens dont le métier premier, parce qu'ils l'ont appris pendant leurs études ou par passion, et souvent les deux, était de fabriquer de la radio, leur apprendre comment faire pour fabriquer de la radio aujourd'hui à l'ère du digital. Au moment où la radio va plus être écoutée uniquement de façon habituelle avec un poste de radio qui aura une antenne et qui va recevoir des ondes FM ou DAB+, qui vient d'être lancé aujourd'hui, mais où elle va être aussi écoutée sur des applications avec des interfaces, avec pour chaque programme un titre, un résumé, une image d'illustration, etc. Ce qui veut dire que tous ces gens qui sont des grands professionnels de la radio, qui la produisent aujourd'hui fort bien, doivent apprendre à faire parfois des petites choses en plus, de l'édition numérique, des tâches numériques supplémentaires pour que cette radio devienne ou reste audible sur les nouveaux réseaux. Donc on peut finalement allier deux passions, la passion de la radio, de l'ingénieur du son et puis la passion du digital. Alors peut-être pour terminer, finalement, qu'est-ce qui t'a conduit à accepter d'être le parrain de ce pôle expert du groupe Omnes Éducation? Pour être honnête, je ne sais pas vraiment. Je crois à la curiosité. Je crois à la curiosité. Je crois qu'il y a un effet Covid aussi, le fait de rester éloignés les uns des autres pendant tellement longtemps. Me dire que je m'implique auprès de vous dans un programme éducatif avec un projet que vous avez qui me semble particulièrement juste. Ça m'a donné envie, sans savoir exactement à quoi m'attendre, mais le plaisir de la surprise, certainement, de la découverte. Donc je dirais la curiosité. Merci beaucoup Laurent. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant. Un angle de vue un peu particulier sur l'univers du digital. Une super introduction pour cette journée. Alors, je vous propose d'accueillir la Dream Team de la première session de cette journée. On va avoir droit à des témoignages de professionnels qui sont venus nous faire découvrir leur métier, leur quotidien et nous prodiguer leurs précieux retours d'expérience et leurs bons conseils. Je te laisse présenter tes invités. Absolument. Donc, j'accueille donc Laure Debos, qui est donc Executive Vice President Epsilon France, qui est une entité du groupe Publicis. Et puis Ilan Saidi Beckerman, qui est le Chief Operation Officer de la société Venture Orbital Systems. Pour la petite histoire, Ilan est un étudiant de l'école d'ingénieurs ECE et il en dira un petit peu plus. Il n'est pas encore diplômé, mais il a déjà créé sa boîte, il a déjà levé des fonds et il est en train d'inaugurer un nouveau site bientôt. Donc voilà, c'est juste un petit peu de teasing pour démarrer. Alors on va démarrer avec toi, Laure. Est-ce que tu peux peut-être rapidement, effectivement, exercice un peu obligé, te présenter ton parcours, ton profil et ce qui a fait que tu es arrivé à la position que tu tiens aujourd'hui au sein d'Epsilon France? Bonjour François, bonjour Laurent, merci beaucoup. Alors oui, bien sûr, avec plaisir. Alors moi, j'ai finalement un peu comme Laurent, j'ai toujours baigné dans, est-ce qu'on appelait ça la data? Non, dans l'informatique et l'analyse des données. J'ai un parcours de ce qu'on appelle maintenant data scientist, statisticienne, qui me plaisait beaucoup parce que c'était appliquer les mathématiques d'une façon extrêmement concrète, extrêmement proche de la réalité, analyser les comportements, faire des sondages, des études, mais avec une passion en plus qui était la passion des médias et la passion du marketing.
Donc mon parcours, comment j'en suis arrivée à effectivement gérer l'agence dédiée à la data dans le groupe Publicis, et ben c'est tout simplement en cherchant à appliquer ce que j'aimais faire, l'analyse de la donnée, à ma passion de toujours, les médias et le marketing. Il se trouve quand j'ai commencé, il y a une vingtaine d'années, c'était la télévision qui était très proche de la radio, mais c'était la télévision qui était le média roi, le média dans lequel on avait énormément de données à analyser, le média sur lequel les investissements des grandes marques étaient les plus importants et donc les enjeux à bien dépenser cet argent étaient le plus important. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à décortiquer des audiences de matchs de foot, de matchs de rugby, à faire des prévisions en fonction des matchs de poule. Je suis assez experte maintenant, mais bon, tout ça date un petit peu. Donc appliquer la donnée, l'analyse de la donnée aux médias, au marketing et à conseiller les marques sur la façon dont utiliser ces grands médias et ces grands leviers marketing pour vendre leurs produits. C'est ce qui m'a amené chez Publicis et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, alors avec l'avènement du digital évidemment depuis 10 ans et de la data qui finalement vient du digital, a fait à Publicis investir dans ces sujets-là et m'a permis d'avoir cette chance de représenter l'ensemble de ces équipes. Alors avec ce beau parcours, est-ce que tu continues à faire? Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es une digital lover? Et finalement, dans ton métier, qu'est-ce qui te passionne le plus aujourd'hui? Alors, digital lover, sans aucun doute, mais je vais même rajouter data lover en fait. J'insiste un peu. Sachant que digital et data, encore une fois, c'est très très proche, les deux sont intimement liés. Aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est... en fait, Laurent l'a bien montré avec son introduction, c'est que on parle de digital, on parle de data, en réalité, on parle de la vie des gens, de la nôtre, de comprendre les comportements, de comprendre les attentes. On conseille des marques qui ont des produits à vendre et qui ont besoin d'être pertinentes à la fois par rapport à ces consommateurs qu'on écoute, et on conseille les marques aussi en fonction de leurs besoins. Donc c'est ce lien entre le réel, le concret, presque de la sociologie parfois, qui fait que ce métier est passionnant et en réalité pas du tout déconnecté de la vie de tous les jours et de l'évolution de la société, parce que c'est aussi, on l'a beaucoup dit, le marché il travaille beaucoup, un vrai rôle à jouer dans l'évolution de la société, des comportements et des usages de digital et de la data par les marques. Alors dans une agence, je crois qu'on appelle ça une agence de data marketing comme Epsilon France, concrètement, c'est sous quel angle que ce digital et data est mis en œuvre? Et puis peut-être en illustration, si tu peux nous dire un peu le dernier projet passionnant sur lequel tu as travaillé récemment, peut-être pour donner un petit peu d'insight, comme on dit, avec ce joli mot français. Insight. Oui, alors c'est sous quel angle? En fait, c'est sous l'angle des interactions entre une marque et ses clients. Et l'objectif, quand on pilote une agence data marketing comme Epsilon, c'est depuis le lancement d'un produit jusqu'à rendre ce produit commun dans la vie de tous les jours d'un consommateur. Alors, en fonction du secteur d'activité, évidemment, on ne va pas traiter une voiture comme on traite un contrat d'assurance ou un produit vendu en hypermarché ou en supermarché. Mais tout au long du cycle de vie de ce produit et tout au long finalement du parcours d'un individu dans son parcours d'achat, on va faire en sorte que chacune des interactions entre la marque et le produit ait du sens, soit pertinente, soit efficace. Et c'est pour ça qu'on parle de data marketing, parce que pour faire ça, il faut bien comprendre les attentes, il faut bien connaître les consommateurs et il faut aiguiller les marques sur quel canal utiliser. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que c'est un email qui va permettre d'être pertinent tout au long de ce parcours consommateur? Alors c'est un exemple concret, c'est l'accompagnement d'une marque comme Renault dans le lancement de ces nouveaux modèles. Comment, quand Renault décide d'investir massivement dans l'électrique et de lancer un nouveau modèle, Mégane par exemple, qui a été lancé il y a peu de temps, comment dès l'amont on explique ce que ce nouveau modèle va apporter aux futurs acheteurs de ce véhicule, comment on fait en sorte pour ceux qui auraient déjà une Renault, comment on fait en sorte de les accueillir dans un programme d'attente de la sortie du nouveau modèle, puisqu'on sait qu'il faut souvent plusieurs mois pour que le modèle sorte effectivement et soit disponible en concession. Comment on les accompagne dans la compréhension, comment on les amène finalement à comprendre ce que le modèle peut leur apporter et à les amener jusqu'à la concession qui va finalement être le lieu où on va avoir une relation entre un vendeur et un client
qui sera le reflet de tout ce que la marque aura expliqué à ses fameux futurs clients tout au long des mois qui auront précédé le lancement du modèle. Mais c'est aussi, et on en a beaucoup parlé ces derniers temps, comment on accompagne un gros client aux États-Unis comme Walmart, qui a des... Alors Walmart, c'est le Carrefour ou l'Auchan. Oui. On a failli avoir un groupe d'ailleurs Auchan Carrefour et puis ça ne se fait pas finalement. Voilà. Et tout le monde a dit on a raté de faire on a raté le Walmart français, mais voilà, c'est un peu ça, Walmart, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Exactement. Et Walmart dépense évidemment des sommes considérables dans les médias et dans le marketing aux États-Unis. Walmart dispose d'une connaissance très fine de ses clients, hein, qui vient quand pour acheter quoi, à quel moment, tous les jours. Connaissance qui lui permet de mieux cibler finalement ses communications, mais pas suffisamment précisément et avec beaucoup de déperditions. Et donc beaucoup à la fois de points de contact ou en tout cas de publicité qui ne vont pas du tout être pertinentes pour ses clients et qui sont d'une dépense inutile. Accompagner Walmart avec les forces créatives de Publicis, mais aussi les compétences data d'Epsilon, c'est leur permettre de venir apporter à la connaissance de leurs clients toute la connaissance de leur comportement en dehors de Walmart et les aider à mieux cibler sur les différents leviers. On a parlé de TikTok, Snapchat, tous sont pris en considération sur leur site web, sur les grands médias, mais aussi tous les médias one-to-one, hein, le courrier finalement. Il y a énormément de médias auxquels on ne pense pas, l'affichage, tous les points de contact, d'avoir la bonne communication, bien ciblée, efficace, pas inutile et qui va permettre finalement d'apporter au consommateur l'expérience dont il a besoin et à la marque de dépenser le bon investissement pour une efficacité qui se voit tout de suite en magasin. Oui, alors moi j'ai même lu dans la presse que c'était grâce à la position de leader du data marketing que Publicis a gagné cet énorme contrat. Enfin, voilà. Alors effectivement, Epsilon aux États-Unis et Epsilon en France aussi est le leader du data marketing. Et c'est vrai que c'est la force d'un groupe comme Publicis d'avoir su finalement proposer des compétences data très fortes, data scientist, data engineer, data architecte, on y reviendra, et de faire travailler ces gens-là avec des créatifs, avec des gens qui pensent des campagnes publicitaires, qui pensent émotion, qui pensent marque. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux nécessairement, et les deux doivent savoir travailler ensemble. Et c'est d'ailleurs ce qui, moi, m'intéresse beaucoup, et intéresse beaucoup les gens qui travaillent chez Epsilon. C'est passionnant de réfléchir de cette manière-là. Ah bah la passion, c'est le sujet de la journée, donc c'est parfait. Alors dans tous les métiers que tu as décrits, est-ce que tu pourrais nous dire finalement quel nouveau métier au singulier ou au pluriel tu as vu émerger, notamment dans tes équipes, auprès de tes clients, de tes partenaires, voire de tes concurrents, un métier un peu particulier pour illustrer un petit peu parmi ce foisonnement de métiers, celui qui émerge en ce moment? Alors, c'est un métier effectivement un peu particulier, mais qui émerge vraiment et on manque de compétences, ou en tout cas de profils pour venir nourrir les rangs de ce métier-là, c'est celui de la data gouvernance. Un mot qui peut paraître un peu barbare, mais qui résume tout l'enjeu des entreprises à avoir une personne dans l'organisation qui sait où se trouve la donnée et comment la mettre à la disposition de l'ensemble des métiers de l'entreprise. Aujourd'hui, toutes les entreprises en France disposent d'énormément de données, ont envie d'en faire beaucoup de choses, de l'utiliser de manière pertinente, mais cette donnée, elle est à plein d'endroits dans l'entreprise, elle est dans plein d'outils différents, et la plupart du temps, les personnes qui en ont besoin n'y accèdent pas réellement. La personne qui gère la data gouvernance, c'est cette personne qui a la maîtrise de où sont les données, comment les distribuer, quel intérêt pour chacun. Et ce n'est pas un métier technique du tout, j'insiste, c'est un métier qui consiste à comprendre les besoins des utilisateurs, comprendre où sont les données et faire le lien entre les utilisateurs et les données. Donc c'est un métier de project management, un métier de coordination, et c'est un métier dans lequel finalement on a surtout besoin d'être en interaction avec différentes personnes, comprendre les besoins, les enjeux techniques d'un côté et de l'autre, pour mettre en lien la donnée et les utilisateurs de cette donnée. Si je comprends bien, pour faire ce métier, je n'ai pas besoin de savoir coder. Alors, non, pas besoin de savoir coder. C'est toujours sympa de savoir coder, mais pas besoin de savoir coder. Très bien. Néanmoins, je pense que c'est utile dans tous les champs aujourd'hui de l'économie d'avoir quelques notions de code, puisque même à Radio France, auprès des journalistes, on aimerait bien que les gens comprennent, puisque c'est important pour comprendre comment nous arrivent les informations, comment elles sont fabriquées, etc. Si tu veux bien, j'aimerais te poser une question, Laure, puisque tu parles d'allier des gens qui ont la passion d'une marque, d'un projet, etc., et des gens qui sont des vrais
techniciens de la donnée, donc qui comprennent les choses, les structures, et qui permettent de comprendre comment adresser une campagne publicitaire à un certain public pour que ce soit le plus efficace possible. Comment on réussit chez vous à faire travailler ensemble des gens aussi différents, qui ont des parcours aussi différents, des cultures aussi différentes, et souvent en plus dans les organisations des entreprises qui ne sont pas au même endroit et qui ne se rendent pas des comptes les uns aux autres? Eh ben, tu l'as dit, la première des choses, c'est les mettre au même endroit, géographiquement, physiquement, dans les mêmes bureaux, que les gens se voient, se parlent et commencent à avoir une culture commune. C'est la première chose. Ça ne suffit pas néanmoins, parce qu'effectivement, c'est un challenge de tous les jours, et je ne vais pas vous mentir en disant que c'est facile. Même si s'ils sont ensemble, les cultures restent différentes, et le langage, en fait, est différent. On ne met pas la même chose derrière les mêmes mots, entre data engineer, par exemple, et stratège d'une marque. Donc, on a un métier supplémentaire qui est le métier de consultant. Je reste sur cette dénomination-là parce qu'on a beaucoup de consultants différents, mais dont le rôle va être la bonne coordination et la traduction. Enfin, en fait, ça va être d'emmener l'ensemble des équipes dans une direction, donc d'indiquer la direction et de faire ce lien entre les différentes équipes. Et en fait, c'est aussi ce qui fait, au début c'est difficile, au début on ne se comprend pas, au début on a des écarts dans ce qu'on pensait devoir faire, il y en a toujours un qui va trop vite, un qui ne va pas assez vite, donc c'est vraiment de la coordination. Mais c'est aussi ce qui fait que les gens restent, parce qu'il y a une culture du collectif, et c'est finalement le collectif qui gagne. Quand on gagne un nouveau client ou quand on réussit un nouveau projet, c'est bien le fait d'avoir travaillé ensemble qui fait qu'on arrive à aller plus vite, à aller plus loin, et pas d'avoir eu de très très bons data engineers ou de très très bons stratèges de la marque. Oui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Si je peux me permettre un commentaire sur la façon dont on approche ça dans mon entreprise à Radio France, on a besoin, métier par métier, des gens qui sont bons dans leur métier. Peut-être pas les meilleurs du monde, mais des gens suffisamment bons. Mais on a besoin aussi de deux autres qualités chez eux, et je le dis, ça peut peut-être intéresser les gens qui nous écoutent. D'une part, des gens qui croient dans le projet, qui ont le goût, voire la passion de ce qu'ils font, d'une part, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de cette curiosité-là pour s'ouvrir au sens des choses. Premièrement, et deuxièmement, on a besoin, parce qu'on crée des collectifs, comme tu le dis Laure, de gens qui aiment bien travailler ensemble, qui aiment bien jouer collectif. Alors, tu parlais de data dans le sport tout à l'heure. On a besoin de gens qui ne travaillent pas que pour eux-mêmes, mais qui travaillent au sein d'un collectif, qui essaient de comprendre les autres, qui sont à l'écoute, qui ne sont pas repliés sur eux-mêmes, qui aiment se parler, qui aiment dialoguer. On a de plus en plus besoin de gens qui aiment dialoguer, qui aiment se parler, qui aiment se comprendre. On est face à des systèmes de plus en plus complexes et seule l'interaction entre les gens, le fait de juste échanger ces problématiques, s'ouvrir aux autres de ce qui nous pose problème, etc., aide à sortir d'impasse dans les entreprises. On a besoin de très bons ingénieurs, mais des ingénieurs qui aiment ce qu'ils font d'une part et d'autre part qui aiment les autres, qui aiment ceux avec qui ils travaillent. Et comment font justement ces profils ingénieurs ou experts des technologies, développeurs? Alors, ils vont interagir, ils ont des qualités humaines, mais ils font des choses très complexes. Alors, je pense que les experts en marketing aussi font des choses très complexes, donc ces métiers très pointus. C'est quoi les qualités pour finalement que des métiers très complexes comme ça puissent parler entre eux? Ça demande quel type de qualité finalement qu'après des jeunes vont pouvoir développer pendant leur parcours d'enseignement supérieur, par des stages, par l'éducation, etc. Alors, ça demande. Alors, d'ailleurs, on en a fait les valeurs d'Epsilon, parce que chez Epsilon, on a ces différents types de profils et que notre enjeu, c'est justement faire en sorte que l'ensemble de ces profils réussissent à travailler ensemble. Donc, on a fait travailler nos collaborateurs et on a travaillé nous-mêmes pour bien les définir. C'est à la fois ces valeurs et ces qualités dont on a besoin pour que ça fonctionne. Nous, on peut le challenger, mais nous, on s'est dit que c'était avant tout beaucoup d'écoute. Parce que comme tu le disais, il faut avoir envie de travailler ensemble, il faut aimer les autres. Donc, aimer les autres, c'est aussi passer par les écouter, nous partager un problème, les écouter, nous partager leurs enjeux. Beaucoup de partage, qui est le pendant de l'écoute. Il faut accepter de se dire que... Et ça, c'est hyper intéressant quand on est un expert. Le meilleur expert, c'est celui qui accepte d'avoir l'impression de perdre un peu de son expertise en la partageant avec quelqu'un d'autre. C'est l'inverse qui se passe. Quand on partage son expertise, on devient plus fort. Certains peuvent parfois se sentir en danger quand l'autre en face de soi, finalement, apprend davantage et qu'on est un peu moins le seul à avoir la science, la seule science sur des expertises extrêmement techniques. Donc, beaucoup de partage, beaucoup d'ouverture. Et le dernier, c'est l'audace. C'est qu'ensemble, on arrive à imaginer, à avoir de nouvelles idées. Il ne faut surtout pas s'empêcher d'avoir de faire entrer de la créativité et de l'audace dans des sujets techniques. Donc nous, on insiste beaucoup là-dessus. L'audace d'imaginer, de penser différemment, de penser out of the box, comme on dit, parce qu'ensemble, on y arrive. Et d'ailleurs, ensemble, on a la fierté d'avoir réussi à le penser.
Et alors, Laurent, chez toi à Radio France, comment ça se passe justement comment tu fais travailler et discuter de façon riche ces experts de la production, ces fameux ingénieurs du son, réalisateurs, etc. Et puis ces experts du digital et de la data, finalement, que tu animes. Comment ça se passe et comment tu arrives à les faire s'enrichir mutuellement? Il n'y a pas de recette magique, mais par contre, quand on travaille sur des projets communs, fabriquer quelque chose, aller faire des productions vidéo, aller fabriquer un podcast d'un genre nouveau, et qu'on met des gens de différentes compétences dans un même lieu, c'est pas toujours facile en cette période, mais quand on les fait se parler, il se crée des choses très surprenantes qu'on ne maîtrise pas. D'ailleurs, une des choses qui est peut-être le plus grand enseignement pour moi dans ces évolutions poussées par le numérique, c'est le rôle des cadres, le rôle des managers, qui n'est plus celui d'être ceux qui savent tout et qui imposent leurs décisions aux autres, mais plutôt d'être des gens qui mettent leurs salariés dans des conditions justement propices au dialogue, à l'échange, à la créativité, à l'audace, disait Laure, et je suis d'accord avec ce mot, je le trouve très riche en effet. Mettre les gens en condition de justement s'épanouir, bien faire, dialoguer, etc. Et je crois que la façon dont on réussit ça, c'est en ayant justement ces managers-là qui créent les occasions, en acceptant de se déposséder d'un peu de leur ancien pouvoir pour laisser la main à leurs équipes et leur dire « allez-y, créez, parlez-vous, imaginez les solutions ». Donc même on pourrait être manager sans même être un… Par exemple, voilà, on peut être un manager comme ça sans être un spécialiste d'un domaine ou de l'autre, mais être un spécialiste finalement de la relation et de la symbiose entre ces équipes quelque part. Oui, je crois quand même qu'il faut savoir un petit peu de quoi on parle parce que les équipes ont besoin parfois d'être rassurées, d'être orientées, d'être guidées, d'être conseillées. Et pour conseiller quelqu'un, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Mais au-delà de ça, il faut aussi être doté de cette capacité-là d'aider les gens à faire par eux-mêmes. Alors Laure, une dernière question avant de te libérer parce que tu dois effectivement nous quitter dans quelques minutes et je te remercie beaucoup de ta disponibilité, mais tu as des engagements qui te font nous quitter dans quelques minutes. Peut-être une dernière question, un conseil à donner à un jeune là, parmi ceux qui nous écoutent ce matin, finalement, qui aimerait faire une carrière vraiment de sa passion. Qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Alors, je lui conseillerais de commencer sa carrière par une société de conseil, de conseil tout simplement, une société qui lui permette de voir différents clients, différents secteurs d'activité, différents modèles d'organisation, différents modes de distribution des produits, parce que c'est très formateur, c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre, et puis ça permet aussi de se projeter davantage sur la suite de sa carrière et d'avoir pu tester au démarrage les secteurs qui peuvent intéresser ou les secteurs qui sont peut-être un peu moins intéressant pour chacun des étudiants qui vont sortir. Une société comme Epsilon, en quelque sorte. Évidemment, d'ailleurs, un peu d'autopromotion, mais une société comme Epsilon ou comme d'autres, les sociétés de conseil en général qui vont accompagner les différentes marques et les différents annonceurs ont ça d'intéressant qu'elles sont très formatrices et qu'elles laissent un peu de temps avant de donner une coloration à sa carrière dans un secteur ou dans un autre. Ou alors, le deuxième conseil que je pourrais donner, moi, c'est celui que j'ai suivi et jusque-là, je ne le regrette pas. L'école que j'avais faite me destinait plutôt à des métiers dans la finance. Moi, j'étais passionnée de médias. J'ai écouté ma passion, écouté ce que vous avez c'est sans doute très naïf, mais si vous avez une passion aujourd'hui, il ne faut surtout pas s'en éloigner. C'est là que vous serez les meilleurs, c'est là que ça vous plaira. C'est très important, tu l'as dit aussi Laurent tout à l'heure, très important de faire ce qu'on aime. Donc, ne pas se poser de questions. Ben voilà un beau conseil. Je te remercie infiniment, Laure. J'espère qu'on se reverra bientôt. Merci beaucoup. Merci. Alors, Ilan Saidi Beckerman, je vais te laisser te présenter. Je rappelle juste que tu es donc Chief Operation Officer de la société Venture Orbital Systems. Tu es encore étudiant à l'ECE, donc qui est l'école d'ingénieurs du groupe Omnes Éducation. Mais voilà, je vais te laisser te présenter. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, bien sûr, et surtout nous parler de ton aventure et l'aventure de ta start-up? Du coup, mon CV est bien plus court que les précédents orateurs que je vous laisse deviner. Du coup, ma seule expérience véritablement, c'est Venture Orbital System. J'ai été du coup à l'ECE, j'ai quitté l'école, et étant donné qu'on a réussi notre levée de fonds à Venture Orbital System, et on s'est installé à Reims. Pour reprendre depuis le début, du coup, Venture Orbital System, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des petites fusées destinées à des petits satellites, simplement. C'est le premier lanceur depuis un demi-siècle entièrement français, développé en France, conceptualisé en France et qui va être fabriqué en France. Et voilà, avec
Vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet. C'est très bien. Non, Alors, peut-être, tu as dit que tu avais quitté le CE. Je rappelle que tu seras diplômé de l'ECE. Donc, on est en train de travailler pour faire de telle sorte que tu puisses obtenir le diplôme de l'ECE grâce à ton parcours. Hein. Voilà, ça c'est un point important. Alors, comment ça s'est passé? Comment tu as eu cette idée, à un moment, tu as eu l'idée de fabriquer des nouveaux lanceurs pour les petits satellites? Raconte-nous un peu, tu m'as expliqué un petit peu ces rencontres-là. On parle beaucoup de sérendipité aujourd'hui, ces rencontres au hasard, etc. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es COO, comme on dit, de cette société. Alors à la base, souvent, très souvent, même tout le temps, je vais être très honnête, toutes les personnes qui travaillent dans le monde du spatial sont des passionnés de spatial. Sur leur CV, par exemple, quelqu'un qui veut aller travailler au CNES, à l'ESA, je peux dire que 100% du temps, la première ligne sur leur CV, c'est « Depuis l'enfance, je suis passionné de spatial ». Tous. Ce n'est pas mon cas. Ce n'a jamais été une véritable passion. C'est arrivé un peu comme un cheveu dans une soupe. C'est un ami à moi qui s'appelle Stanislas Maximin, du coup, qui est venu me voir il y a 3 ans maintenant, du coup. On était au lycée ensemble. Et qui m'a dit « Ilan, je sais que tu as envie de faire une société, je sais que tu es passionné d'entrepreneuriat. » Et lui, il était passionné de spatial. Viens, on fait quelque chose ensemble. On a passé l'année suivante toutes nos vacances, tous nos stages, à travailler du coup dans une société qui avait un autre nom différent à l'époque, mais qui est devenue Venture Orbital System. Et au fur et à mesure, on a essayé des projets différents, mais qui n'étaient simplement pas possibles. Et au fur et à mesure, en fait, c'est en s'intéressant au marché, en s'intéressant du coup au monde du spatial, qu'on est parti du constat opposé. C'est OK, maintenant qu'on comprend comment cela fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre les problèmes? Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du coup de Zephyr, qui est notre lanceur, du coup dédié à ce marché des petits satellites. Et on a rencontré du coup dans l'aventure Kevin Monvoisin, qui est maintenant notre directeur technique, qui est à mes yeux un grand fou, parce que c'est un père de famille qui a une petite fille qui avait un CDI chez Hutchison. Il était chef de projet là-bas. Il était aussi chef de projet chez Safran avant. Et il a dit ces deux-là, je les aime bien. Non, mais du coup, il a quitté son CDI pour nous, pour venir travailler à Venture Orbital System. On a rencontré une équipe d'ingénieurs de l'Estaca, qui vraiment, c'était une symbiose dès le début. On avait entre guillemets d'un côté du coup le côté management avec moi et Stanislas, et ainsi que Kevin, qui était beaucoup plus en termes de chef de projet. Et j'avais quelque chose à dire aussi tout à l'heure sur, pour moi, qu'est-ce que ça représente un chef de projet? C'est beaucoup plus apporter une vision en fait. C'est la finalité du projet, on va dans cette direction, et je vais aiguiller les ingénieurs afin d'arriver à ce point. Parenthèse terminée. Mais du coup, ça a été une symbiose directement avec cette équipe d'ingénieurs, et on a travaillé du coup encore pendant 6 mois avec eux, en parallèle de nos travails respectifs. J'étais encore à l'étudiant à l'ESE du coup à ce moment-là, et je le suis toujours. Et du coup, en septembre de l'année dernière, on a réussi à soulever un peu moins d'1 million d'euros, et on s'est installé à Reims. Et c'est là que maintenant, ça fait 1 an du coup que je travaille entièrement pour Venture Orbital System, et c'est une très belle aventure, et ça va continuer. Alors aujourd'hui, Venture Orbital System, alors on va parler bien sûr du digital et du data, bien évidemment. Aujourd'hui, Venture Orbital System, c'est une société de ce qu'on appelle le New Space. Aujourd'hui, c'est combien de personnes? Est-ce qu'il y a déjà des clients? J'ai cru comprendre qu'il y avait une filiale. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui de c'est quoi aujourd'hui Venture Orbital Systems? Alors aujourd'hui, Venture Orbital System, c'est 30 employés à plein temps, avec une filiale qui est nommée Astreos, qui est dédiée du coup au service des nanosatellites. Pour résumer, aujourd'hui, quand on veut lancer un satellite, il y a plusieurs briques avant et après le lancement. Le lancement, c'est la brique principale, c'est littéralement c'est le taxi de l'espace. Malgré tout, c'est pas juste on a un satellite, que je vais représenter par cette bouteille d'eau, et se dire « Oh, j'ai un satellite, j'ai une fusée, hop, c'est bon, c'est dans l'espace ». Malheureusement, ce n'est pas si simple. Aujourd'hui, les constructeurs de satellites et du coup les opérateurs de satellites, c'est ceux qui récupèrent la donnée, qui l'exploitent, doivent passer par de très nombreuses étapes qui n'est simplement pas leur métier, afin de pouvoir arriver au point final, qui est de pouvoir exploiter la donnée récupérée par leurs satellites. Et Astreos, du coup, cette filiale de Venture Orbital System, répond à ces services, par exemple, tout ce qui est au niveau assurance, tout ce qui est brokering de satellites, parce que malheureusement, Zephyr n'existe pas encore. Du coup, brokering, c'est quoi? C'est en gros, voilà, je veux lancer un satellite pour faire des analyses données pour l'agriculture durable, par exemple, mais je ne sais pas. Alors j'ai mon satellite, mais je ne sais pas comment le lancer. Il y a plusieurs offres, plusieurs lanceurs possibles. Donc le brokering, c'est m'aider à choisir finalement. Exactement. C'est ça? C'est exactement. Le brokering, c'est comme une sorte de courtier en assurance qui va chercher pour vous la meilleure assurance. Et qui va dire ok, quels sont vos besoins, quel montant vous devez assurer. Le brokering, c'est la même chose. Un exemple tout bête, c'est il y a des satellites, très souvent, le satellite étudiant par exemple, vont être très souvent lancés sur les très grands lanceurs, les lanceurs classiques, étant donné ils sont beaucoup moins chers, au détriment du coup de tout ce qui est précision, les délais,
et après d'autres détails plus techniques, l'inclinaison, la hauteur, l'altitude précise, etc. etc. Chez Venture Orbital System, juste pour revenir un petit peu du coup sur comment on se différencie un petit peu, c'est par rapport aux lanceurs classiques, c'est alors, ce qu'on appelle un lanceur, c'est une fusée. Une fusée, voilà. Le lanceur, une fusée, c'est pardon. voilà. On a remis au centre de nos intérêts, au centre de notre société, l'intérêt des petits satellites. Aujourd'hui, quand on veut lancer un petit satellite simplement, c'est quelle un taille grand un petit lanceur. satellite? Parce que moi j'ai l'image d'un satellite, les gros satellites de télécom qui font plusieurs centaines de kilos. C'est quoi les petits satellites? Un petit satellite, c'est nanosatellite du coup pour le véritable mot, on parle de quelques kilos. On parle de quelques kilos, de la taille d'une boîte à chaussures à peine. Et après, c'est des multiples de cela. Pour vous dire, notre lanceur envoie seulement 70 kilos par rapport aux tonnes et aux tonnes de SpaceX, etc. D'accord. Et donc voilà, donc l'idée c'est pouvoir mettre ces petits satellites dans des petites fusées. Finalement, l'idée paraît simple, mais j'imagine que la mise en œuvre est complexe. Et justement, pour gérer cette complexité, finalement, comment aujourd'hui le digital et la data, qui est le thème de la journée, comment ça infuse quelque part dans cette aventure Venture Orbital System? Peut-être tant sur le plan industriel, d'ingénierie, que sur le plan aussi du service peut-être. Je me retire les mots de la bouche. Non, mais du coup, pour la data, chez Venture Orbital System, on la voit sous deux manières distinctes. On a d'un côté les données de production, donc qui vont respecter ce qui s'appelle le DICT, c'est ce dont Laure a parlé tout à l'heure. Du coup, le DICT, c'est quoi? C'est simplement disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité des données. C'est simplement qui a accès à la donnée, comment il y a accès, qui a modifié la donnée, et c'est toutes les actions qui peuvent être effectuées sur une donnée. Exactement. Ça peut être une donnée technique, par exemple, qui est une donnée de la fusée, par exemple. Exactement. Sur la constitution du moteur. Exactement. Par exemple, en l'occurrence, nous imprimons nos moteurs en 3D. Qui a accès, du coup, à par exemple, simplement le plan du moteur en 3D, parce que c'est bête à dire, mais l'ingénieur qui sera en SEL ou l'ingénieur qui sera en architecture ne doit pas avoir accès à ces données parce que ce serait simplement un danger au niveau de confidentialité. Qui a modifié cette donnée? Parce que peut-être qu'un ingénieur qui sait qui allait partir ou qui arrive et qui n'a pas du tout accès au même niveau de connaissances et de données du coup que la personne qui, par exemple moi, ou ça bête à dire, mais bien évidemment que j'ai plus accès à certaines données que d'autres personnes. Donc ça c'est pour les données techniques. Et pour tout ce qui est du coup aussi les données humaines simplement, il y a ce qui s'appelle le RGPD. Du coup c'est la régulation générale des données humaines. C'est pour l'État français. Venture Orbital System, nous on fait une fusée, du coup tout le monde peut se dire que c'est simple, enfin c'est pas simple, mais le problème c'est surtout que pour la différence entre une fusée et un missile est assez fine. Ça part dans l'espace, on peut remplir la coiffe avec des satellites et c'est un gros moteur. La différence est fine. Du coup, pour notre société, la gestion des données humaines est très importante parce qu'on doit récupérer bien plus de données que les sociétés classiques. On doit surtout les maintenir à jour. Parce que demain, si on a un souci avec l'un de nos employés, c'est entre guillemets plus grave que dans une société classique, par exemple, qui fait des assurances ou qui est garagiste. Donc on voit ce sujet finalement effectivement de data gouvernance, de management de la donnée. Donc c'est un sujet déjà chez Venture Orbital System, c'est déjà un sujet d'actualité. Bien sûr. Et en l'occurrence, on a beaucoup de chance parce que justement, la majorité des personnes qui travaillent chez Venture Orbital System, je vais dire VOS à partir de maintenant, ce sera plus court et plus simple. VOS, on va dire VOS, très bien. Du coup, chez VOS, on a beaucoup de chance en l'occurrence avec ça, parce que étant donné que la grande majorité de nos employés sont des ingénieurs, ils ont tous un background, que ce soit dans l'informatique ou simplement dans la donnée. Et du coup, ça apporte une sensibilité qui nous permet du coup de vraiment beaucoup plus facilement leur expliquer pourquoi Michel de la compta n'a pas accès au moteur. C'est bête à dire, mais c'est des sujets qui sont bien plus simples à expliquer aux gens quand ils ont un background dessus. Oui, c'est cette notion un petit peu que mentionnait Laurent. On appelle ça aussi l'acculturation, finalement, être au courant un petit peu de ces sujets. Alors, tu as dit que le moteur allait être fabriqué en 3D. Alors, c'est vrai que l'impression 3D, on peut peut-être en dire quelques mots. C'est la capacité à fabriquer des choses, non pas avec des moules, mais avec l'addition de matière. On sait que dans l'aéronautique, dans le spatial, il y a des grands motoristes. Tu as cité Safran qui commence à faire des pièces de moteurs d'avion en impression 3D métal. Là, ce que tu nous dis, c'est que l'intégralité du moteur va être en impression 3D. Et l'impression 3D, c'est complètement numérique parce que ce sont des fichiers numériques qui arrivent dans la machine qui va fabriquer. Comment aujourd'hui l'ingénieur finalement est augmenté grâce à ces données? C'est-à-dire comment dans le processus de
de conception que Voss est en train de mettre en œuvre pour concevoir le moteur qui va marcher finalement. Comment rentre en compte toute cette analyse de données finalement, sans être trop technique, parce que ça peut être un peu technique. C'est moi qui ai le moins de chance avec le fait de ne pas devoir être technique ici. Hein. Enfin bref. Du coup, pour la donnée... Est-ce qu'on peut parler d'ingénierie augmentée par la donnée finalement? Est-ce que les ingénieurs finalement, à chaque essai qu'ils vont faire, totalement. Hein, j'espère qu'ils ne font pas comme les Shadocks, c'est-à-dire qu'ils n'essayent pas 999 000 essais pour réussir le millionième, mais voilà, il y a plusieurs essais, et comment on fait pour converger vers le bon moteur qui va marcher? Pour être simple, imaginons qu'on a du coup le design 3D du moteur qui est finalisé, il est fait, et on veut l'imprimer. L'impression 3D n'est pas aujourd'hui parfaite. Elle a des défauts d'impression, elle a des défauts de reproduction d'un modèle informatique qui par exemple peut être interprété comme étant bon par un logiciel, mais lorsque l'imprimante va essayer de le faire, il va y avoir différentes erreurs. Et c'est bien ça le problème. C'est pour ça que du coup nos ingénieurs travaillent avec ce qu'ils appellent en itération. C'est-à-dire qu'ils vont répéter plusieurs fois le même processus, partir d'un modèle du coup de base qu'ils pensaient bon et qui est bon sur le papier, mais qui n'est pas du coup réaliste physiquement. Par exemple, il y a différentes formes géométriques qui paraissent à l'œil dans un logiciel parfaitement concevable, mais qui pour une raison X ou Y sur l'imprimante en question, c'est bête, mais même d'une imprimante à une autre, certaines formes ne peuvent pas être exécutées de la même manière ou la même finesse de matériaux. Et du coup, ça nous force du coup à faire vraiment ce qui s'appelle de l'itération. C'est répéter encore et encore, modifier le plan et encore pour être vraiment au milieu entre l'idée de base qu'on avait du moteur sur le papier qui était la perfection, on peut le dire, et du coup la réalité du moteur qui est un entre-deux entre ce qui est possible physiquement, possible dans la réalité, et ce qui était idéalisé du coup dans les conceptions. Ouais, donc tout ça c'est dans le domaine qu'on appelle aussi, qui est un grand domaine du digital, hein, pour l'industrie. Alors le sujet de la réindustrialisation de la France est un sujet d'actualité en ce moment. On parle beaucoup d'industrie 4.0. Ben, finalement c'est ça, c'est le numérique, le digital et la data. Et là on n'est même pas encore dans la fabrication, on est dans la conception de cet engin. Alors, peut-être un conseil que tu pourrais donner au vu de ton expérience déjà très riche, un jeune voilà, digital lover qui aimerait, même question qu'alors, faire carrière de sa passion. Quel conseil tu lui donnerais? Il faut se lancer. Il faut se lancer. Et surtout, parce que même moi ça m'est arrivé, hein, faut arrêter de se donner des excuses et de se dire qu'on n'a pas le temps à côté des études, parce que c'est faux. C'est simplement faux. Les études, c'est littéralement, c'est aussi grâce à l'ECE, c'est un tremplin vers le monde professionnel. Il ne faut pas se dire, pendant 5 ans, je fais que mon travail à l'école et à la fin, j'ai un diplôme et je vais attendre, comme par magie, un CDI qui va tomber du ciel. Ça ne marche pas comme ça. Déjà, si on veut faire quelque chose de soi-même, vraiment créer une entreprise, c'est encore plus le cas. Il faut véritablement se compromettre et se mettre en danger et pas se dire ah mais je ne vais pas gâcher mes vacances d'été pour pouvoir faire le projet que j'ai actuellement sur le côté. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche simplement pas comme ça. C'est bête à dire, mais enfin, dans Venture Orbital System, j'ai mis toutes mes économies, j'ai risqué aussi l'argent de mes parents, j'ai risqué tout, et même des autres personnes dans la société ont risqué beaucoup en parallèle de leur travail durant le Covid. Du coup, et toutes ces personnes-là se sont vraiment, c'est le mot, hein, se sont compromises afin de donner vie à ce projet qui est maintenant, qui a réussi à convaincre du coup des investisseurs qui nous ont fait confiance parce qu'ils ont vu qu'on avait tout donné et qu'on s'était véritablement mis en danger pour cela. Et comment on fait pour avoir la bonne idée? Parce que c'est une super idée, moi je trouve, cette idée de Zephyr, etc. Mais comment on fait pour avoir la bonne idée pour se lancer? Très ironiquement, du coup, c'est bête, mais je suis le très bon exemple pour ça. Il ne faut pas se dire, j'ai pas d'idée, je fais rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, le spatial, à la base, j'en connaissais rien, ça ne m'avait jamais intéressé. Et c'est véritablement quand j'ai commencé à travailler sur le sujet avec du coup, Stanislas que en fait, les questions sont venues. Et lorsqu'on a des questions, il y a des réponses. Et il faut simplement savoir à quelle question n'a pas encore de réponse. Et c'est là. Et cette méthode de réflexion, elle fonctionne avec tous les domaines. Pas du tout forcément avec le spatial. Ça fonctionne du coup même dans les programmes informatiques, dans le digital et la data de manière générale, même dans des choses toutes bêtes. Mais c'est bête à dire, mais dans un jeu vidéo, lorsqu'on est devant un problème qui est insoluble, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont regarder la solution sur Internet et il y a ceux qui vont se retourner la tête pour trouver la solution directement dedans par leurs propres moyens. Et la vie, du coup, c'est cette deuxième solution. Il n'y a pas de solution. Enfin, il n'y a pas la réponse qui est quelque part cachée. C'est à vous de la trouver, c'est à vous de la faire. Et voilà. Je peux te poser une question. Je trouve ça fascinant. Enfin, j'adore ce secteur-là. J'y connais rien, mais je trouve ça fascinant.
J'imagine que vous faites un pari quand vous vous lancez, vous n'êtes pas bardé de certitudes, vous devez trouver des solutions à des problèmes, puis parfois vous vous trompez, vous faites des erreurs. Quelles grandes erreurs vous avez déjà pu faire dans votre jeune existence de jeune entreprise, et comment vous faites suite à une erreur, comment vous relevez de ça, comment vous passez à l'étape d'après? Une erreur très simple. Je vais prendre la première grande erreur que nous avons fait. C'était le projet qui s'appelait Valkyrie. C'était une idée qui coûtait 500 millions, quand on était encore 2 dans un petit bureau. Et c'était une navette spatiale européenne qui pouvait emporter 2 tonnes en orbite et qui SSTO, c'est-à-dire Single Stage Orbit, comme vous le savez, juste pour petit point, c'est aujourd'hui les lanceurs, les fusées, ils ont un grand booster, puis un 2e étage, voire un 3e étage, et au fur et à mesure qu'ils montent du coup dans l'atmosphère et vers l'espace, ils perdent ces étages. Single Stage Orbit, c'est comme un avion, ça monte en un état, ça redescend dans le même. Du coup, c'était notre projet, et je vous laisse deviner que quand on a deux étudiants dans un petit bureau qui se disent « Et si on faisait un projet à 500 millions ?» C'était pas très crédible et ça n'a pas très bien fonctionné. Mais c'est avec des projets aussi farfelus que celui-là, du coup, qu'on s'est vraiment intéressé à ça, et c'est là qu'est venue l'idée de Zephyr de se dire « On va peut-être viser un peu plus simple. » Parce que c'est ça l'idée de Zephyr, c'est une fusée qui est simple à faire, qui est simple à produire et simple à reproduire. Alors, intéressant, la personne avec qui tu as démarré l'entreprise, si je me souviens bien, n'a pas le profil d'une école d'ingénieur, a fait plutôt une école de management. Donc, quels sont aujourd'hui alors, comment s'est passé ce dialogue avec ce camarade qui était un profil un peu différent? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça a apporté à l'entreprise? Et puis, plus globalement, en gros, sur les 30 personnes, alors j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'ingénieurs, mais en gros, c'est quoi les profils un peu de l'équipe, et quelles sont un peu les perspectives que tu as que tu as avec toute l'équipe de Voss pour développer cette entreprise, et quel type de profil tu vois émerger finalement dans les 2-3 ans qui viennent? C'était un peu court comme question par contre. Non. Du coup, le premier point, c'était avec Stanislas. De management avec Stanislas, voilà. Du coup, avec Stanislas, Stanislas du coup, était un étudiant à Liessiègle, qui est d'une école de commerce. Et c'est bête à dire, mais je pense que c'est grâce à ça qu'on s'est entendu si bien dès le début. C'est parce qu'il y a une répartition des tâches qui était très naturelle. Lui, il s'y connaissait foncièrement en financement et tout ce qui était levée de fonds, gestion économique. Et à côté de ça, moi, j'avais mon petit background d'ingénieur qui m'a beaucoup permis d'aiguiller les équipes et surtout de comprendre du coup cette gestion de la donnée aussi. C'est comme ça qu'il y a une répartition très tôt des tâches qui encore aujourd'hui est quasiment la même. Et c'est ça qui est fou, c'était naturel, il n'y a jamais eu un accrochage. Et aussi le fait qu'on était amis depuis très longtemps, ça a énormément aidé, il ne faut pas se mentir. Si vous voulez faire des projets, faites-le avec quelqu'un en qui vous avez confiance, non seulement pas en amitié, parce qu'on a tous des amis qu'on se dit jamais je vais travailler avec lui même pour un projet étudiant. Voilà, je vois les sourires, ce qui est terrible en vrai, hein, faut pas se mentir. Mais c'est à la fois une personne avec qui vous entendez bien et une personne que vous savez qui travaille sérieusement. Ensuite, pour tout ce qui est les profils. Voilà, les profils un peu à venir, actuels et puis à venir un peu. Les profils actuels, du coup, aujourd'hui dans la société, on a 3 grands pôles. C'est le SES, c'est toute la gestion électronique du lanceur. On a le pôle architecture, qui est vraiment dans tout ce qui est dans la structure du lanceur, et ensuite le pôle propulsion, qui, je vous laisse deviner, fait essentiellement le moteur. Du coup, ça c'est 3 grands types d'ingénieurs qu'on a, qui sont aussi des ingénieurs en aérospatial, quasiment. On a des gens de l'Estaca, on a des gens de Supaéro, on a des gens de Polytechnique. Et ça, c'est la grande majorité de profils. Je crois que c'est quasiment 24 personnes. On a recruté un très beau profil, Olivier Le Breton, qui était du coup le directeur production de Ariane 3, Ariane 4, Ariane 5, et qui c'est l'ancien de la société aujourd'hui. Du coup, lui aussi, on peut dire, il s'est mis en danger. Il a quitté son magnifique CDI pour nous rejoindre et partir avec les jeunes du coup chez Venture Orbital System à Reims. Et voilà, du coup, les profils qu'on cherche pour l'instant, c'est essentiellement ça, c'est de l'aérospatial. Mais à l'avenir, en l'occurrence, notre directeur IT cherche... IT, c'est informatique, numérique, etc. Exactement, pardon. Il cherche pour l'année prochaine, du coup, quand on aura finalisé notre prochaine levée de fonds, 2 CDI ainsi qu'un alternant
du coup, qui vont l'épauler dans tout ce qui est du coup gestion de la donnée. Dans le numérique, etc. Exactement. La transition était en l'occurrence très très drôle parce que je lui expliquais, parce que je gérais entre guillemets, j'étais plus, pas l'exécutif justement, j'étais plus directeur de projet sur tout ce qui était gestion de la donnée au sein de la boîte. Je donnais les idées et j'avais pas le temps de les appliquer. Mais du coup, c'était très drôle parce que lorsque du coup on l'a engagé, qu'on a commencé à discuter, c'est tout de suite, on s'est très bien entendu parce que justement on avait exactement le même point de vue sur la manière dont qui avait accès à la donnée. Très bien. Alors, peut-être 2 mots avant de finir. Reims, tu as beaucoup parlé de Reims. Pourquoi Reims? Qu'est-ce qui a amené Voss à finalement à vous installer à Reims? Parce qu'on pense à l'espace, on pense évidemment en France à Toulouse, un petit peu à Paris, il y a un gros site de production au Mureau, en région parisienne, mais Reims? Alors Reims... À part le champagne, bien sûr, pour fêter les succès, bien évidemment, c'est plus simple, mais... Moi, il y aura du champagne, je peux vous dire. Bref, mais pourquoi Reims? Pour 2 raisons très simples. La première raison, c'est qu'en été 2019, du coup, c'est ça. L'été 2019, on était dans notre petit bureau à Paris, du coup, qui nous était prêté très gracieusement. Et on m'avait chargé de faire un Excel de toutes les villes de France où on pouvait s'implémenter et où on devait s'implémenter. En haut du classement est arrivé le Havre. Parce que le Havre, c'est fantastique pour une industrie. Pour vivre au Havre, je suis désolé s'il y a des gens qui vivent au Havre actuellement, il paraît que c'est un peu moins agréable. Mais du coup, Reims est arrivé 3e du classement, quelque chose comme ça, je m'en souviens plus très bien. Et ce qui nous a fait vraiment décider de nous installer à Reims, c'est la région. C'est la région. Elle a été fantastique avec nous. C'est la seule région, le Grand Est, hein, qui est littéralement venue nous voir. Il nous a envoyé un mail, il nous a dit « On sait que vous cherchez des locaux actuellement en France, on est là pour vous, on va aider tous vos employés à s'installer. » C'est ça qui nous avait réellement décidé. Hein, parce que, oui, petit conseil, si vous voulez faire une start-up qui veut recruter beaucoup de gens, qui a besoin de grands bureaux ou même qui a besoin d'un atelier, ne le faites pas en Ile-de-France. C'est impossible. Non, mais l'Île-de-France est fantastique, mais malheureusement, il y a une trop grande densité, ne serait-ce qu'au prix des loyers, c'est simplement impossible. Mais du coup, vraiment, l'accompagnement que nous a fourni la région Grand Est était phénoménal. Que ce soit grâce à des subventions ou simplement à des aides humaines, c'est ça qui nous avait vraiment décidé. Et c'est quoi? Tu m'avais expliqué, il y a une histoire aussi de Reims avec le spatial, quelque part. Est-ce qu'il y a des racines? Oui. Peut-être 2 mots là-dessus, parce que moi j'ai découvert ça en préparant la journée avec toi. Quand je vous ai dit que du coup, Zephyr, du coup, le lanceur de Voss, est le premier lanceur entièrement français depuis un demi-siècle, c'est-à-dire qu'il y a eu un lanceur entièrement français il y a un demi-siècle. Ce lanceur a été lancé et été bâti, construit dans la région Grand Est, et plus précisément autour de Reims. Avant Ariane, puisque Ariane était un lanceur européen et pas uniquement franco-français. Et donc il y a une histoire spatiale aussi à Reims. Très bien. Peut-être pour terminer, finalement, quand est-ce qu'on pourra sabler le champagne pour le vol inaugural de la fusée Zephyr? C'est prévu pour quand, si ce n'est pas une information confidentielle? J'ai un petit doute, pas du tout. On va dire entre 2024 et 2025. Comme ça, je suis dans une belle fourchette. D'accord, donc dans juste quelques années, quoi. C'est presque demain, quoi. C'est ça la chance de développer du coup un petit lanceur, c'est que contrairement à Ariane 6, ça ne met pas 30 ans. Très bien. Écoute, Iliane, félicitations, bravo pour cette belle aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Laurent, je ne sais pas si tu veux peut-être dire 2 mots en conclusion de cet atelier, un petit peu avec les interventions de Laure, qui est une pro super expérimenté, et puis Ilan qui est un pro, j'ai envie de dire super jeune, mais il est déjà super pro aussi. Quel est ton regard en tant que parrain finalement de ce pôle digital et data de ce groupe d'éducation qu'est Ovnes Éducation? Déjà là on a parlé de 3 expériences très différentes. Encore une fois, moi ça me fascine l'espace, et quand tu dis c'est très bientôt puisqu'on va lancer en 2024-2025, je suis sûr que Laure ou dans mon domaine, quand on réfléchit à ce qu'on va lancer dans 2 semaines ou dans 1 mois. On est sur des thématiques très différentes, sur des industries très différentes, et pourtant je pense que ça fait appel à des socles de compétences qui sont peut-être pas si éloignés que ça. Alors évidemment il y a plein de spécificités,
j'imagine pour envoyer quelque chose dans l'espace, c'est une autre forme de technicité que envoyer de la publicité sur Internet. Je crois que ce qu'on peut retenir de ça, en tout cas moi, ce que ça m'inspire, c'est que le champ du digital et des données, ça a pénétré un nombre de territoires absolument incroyable. Peut-être pas tous les territoires de l'économie, mais un nombre de territoires absolument incroyable. Je pense que c'est important de connaître tout ça, de se l'approprier, parce qu'aujourd'hui, c'est non seulement là où on a des besoins presque insatiables sur le marché, Laure l'a évoqué, c'est dur de recruter dans ce champ-là, d'une part, et d'autre part, c'est très important pour être en prise avec ces évolutions très importantes de notre société, de notre monde. On est en pleine révolution technologique, c'est un lieu commun de le dire, et ça a commencé il y a déjà assez longtemps avec l'informatique dans les années 60, 70, 80, ça n'a fait que prendre une autre dimension avec Internet dans les années 90, 2000. Et 20 ans, 30 ans après l'apparition d'Internet, ça continue d'aller très vite, de s'accélérer. Et je pense qu'avoir ces compétences-là, c'est précieux et pour comprendre notre société et pour s'y impliquer à l'avenir. Eh ben, merci Laurent pour ce mot de conclusion et encore merci Ilan. Merci beaucoup, merci à tes invités, c'était passionnant et plein d'ondes positives, que d'espoir et puis de belles énergies. Moi j'ai une petite question, s'il y a des personnes qui nous suivent, qui ont envie de vous contacter, pourquoi pas d'échanger ou de vous suivre au moins, où est-ce qu'on peut vous suivre ou vous contacter sur LinkedIn peut-être, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux? Je t'en prie. À toi l'honneur. Eh bien, sur LinkedIn, Ilan Saidi Bekarman, c'est simple à trouver. J'ai une photo que je dois changer aussi en passant. C'est celle qui est là. Non, je suis pas moche dessus quand même. Et toi Laurent? Twitter ou LinkedIn? Twitter ou LinkedIn, merci beaucoup. Et merci beaucoup François, c'était Merci passionnant, Florence. c'était Absolument, génial. on a beaucoup parlé de passion ce matin. Et voilà, et puis on va rebondir sur les réseaux sociaux parce qu'on vient de parler de LinkedIn, de Twitter, mais maintenant on va accueillir un influenceur.